Aujourd'hui, moi, ce que je redoute le plus, c'est une attaque cyber d'ampleur que nous n'aurions pas pu anticiper. Cette attaque pourrait bloquer nos systèmes de commandement et de contrôle, donc nous empêcher de planifier et de conduire des opérations, c'est-à-dire que nos troupes qui sont déployées sur les théâtres d'opération seraient en partie aveugles. La finalité n'est pas de gagner la guerre dans l'espace numérique, ça n'a pas de sens, on ne vit pas dans l'espace numérique. Par contre, on passe à travers l'espace numérique pour peser sur la vie des gens, la vie réelle, pour les faire penser différemment, pour neutraliser les systèmes et ainsi de suite. On ne peut pas faire la cyberdéfense seul, c'est pas vrai. Il vous faut développer un réseau de partenariats qui vous permettent d'anticiper la menace ou alors d'atténuer cette menace. Donc si vous ne comprenez pas que c'est un enjeu partagé, si vous ne comprenez pas qu'il faut fédérer autour de vous, c'est que vous êtes en train de louper quelque chose. Plus que tout, je crois que le cyber, parce que c'est un nouveau domaine, c'est un esprit de pionnier, de ceux qui ont envie de bâtir ou de découvrir quelque chose de nouveau qui se déroule sans qu'on en ait conscience. Le cyber, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un espace comme un autre, il est complètement virtuel, il est créé par l'homme. Il y a une contraction du temps et de l'espace, il y a une immédiateté, une foudroyance de l'action, donc il faut vraiment des spécialistes qui soient à la fois des experts des technologies, mais aussi du comportement, des usages dans ce cyberespace. C'est un élément de combinaison supplémentaire. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre, et que ce n'est pas une arme toute seule, non dirigée. Elle n'a pas d'effet létal, si vous voulez, elle a une panoplie d'effets bien plus, je dirais, subtils qu'une autre arme, puisque ça va de « je recueille du renseignement » ou « je mets de la fausse information » ou je casse un réseau qui me gêne dans l'opération. Vous avez un petit morceau d'espace numérique dans chaque bateau, chaque char, même au niveau du fantassin, dans un poste radio. Donc si on n'est pas capable de défendre ces portions d'espace numérique qui sont dans tous nos systèmes de combat, on peut être mis hors d'état de nuire, hors d'état de combattre, sans avoir combattu. Et vous retrouvez le rêve de Sun Tzu, c'est gagner la bataille sans combattre. Au début de l'histoire, c'est un ensemble de menaces. C'est à la fois de la petite cybercriminalité, ce sont des États qui comprennent que les fragilités peuvent être utilisées, et ce sont aussi des organisations qui se substituent à des États et qui nous menacent. Et dans le livre blanc de 2008, il y a clairement écrit le chef d'état-major des armées mettra en œuvre une capacité de lutte informatique offensif en appui des opérations et dans le strict respect du droit des conflits armés et du droit humanitaire international. Donc là, vous avez l'ADN de départ de la capacité de création des armées. On n'a pas créé une capacité pour faire du renseignement, créer une capacité de combat. Donc ça a donné tout de suite l'ambition. Et moi, j'ai eu la grande chance qu'à l'état-major des armées, on me confie le dossier de création de la cyberdéfense en 2008 et je l'ai gardé jusqu'en 2017. Il y a eu l'affaire Snowden qui est arrivée, qui a représenté une bascule. Non pas, la bascule, c'est pas la question de savoir si la NSA espionnait ou espionnait pas. On s'est rendu compte qu'il y avait un très très haut niveau d'industrialisation dans cet espionnage. Donc, l'affaire Snowden, c'est à la fois un effet de surprise, presque de sidération, à la fois aussi un éveil, une prise de conscience globale. Un effet de sidération, pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un État qui nous espionne de façon massive. Entre alliés, ça n'était pas entendable, ça n'était pas imaginable. Et puis un effet aussi de découverte qu'on a des fragilités dans le numérique, que certains s'en servent et qu'il faut maintenant prendre conscience de cette fragilité. Alors, la France, elle doit préserver sa souveraineté numérique, et en particulier pour le ministère des Armées, parce que derrière cette souveraineté, il y a la capacité à apprécier la situation de manière autonome, ça c'est quelque chose d'important.
Après, on a eu surtout l'émergence de contestations, avec la période très importante des Anonymous, qui se mobilisaient, pas des attaques très compliquées, mais des attaques qui frappaient assez l'opinion. Puis à partir de 2014, c'était principalement l'arrivée de Daesh, donc la troisième dimension, après les attaques plus techniques, les attaques avec l'utilisation de la propagande comme arme de guerre. Alors évidemment, je ne pourrais pas tout dire, il y a un certain nombre de succès, je crois, qui sont très importants, et en particulier contre la propagande de Daesh, qui était quelque chose de très construit, qui utilisait à plein justement tout l'Internet, tous les réseaux sociaux, les grandes plateformes pour attirer des jeunes et faire en sorte que ces jeunes combattent justement au Levant contre nos coalitions. Il a fallu comprendre justement cette propagande, comment elle était faite, comment elle était construite, à partir de quel système, dans quel serveur. Et le grand succès était de pouvoir justement pénétrer ces serveurs et donc d'entraver cette propagande, de la perturber dans sa diffusion pour limiter son impact. Quand le commandement de la cyber a été créé, la meilleure idée qui a conduit à cette organisation, ça a été de le positionner au niveau du chef d'état-major des armées. Parce que quand vous avez un nouvel équipement, quand vous avez un nouveau concept d'emploi, il faut diffuser cette nouveauté par le haut. Des gens qui comprennent l'essence du numérique, il n'y en a pas énormément. Le cyber, c'est par essence quelque chose de transverse. Donc ça vient heurter les verticalités qui ont été installées depuis des années et des années. Vous prenez la création de l'aviation, ça a mis 30 ans pour se structurer. La cyber, je vous dis, ça a mis 6 ans pour se structurer. Et j'ai eu la chance, moi, de rendre compte directement au chef d'état-major des armées, qui lui-même rendait compte au plus haut niveau de l'État. Et c'est comme ça que cette capacité a pu être créée aussi rapidement. Bien sûr, ça a coupé dans les virages, oui. Oui. L'État a bien pris ce tournant, alors qu'on était très en retard en 2008 par rapport aux anglo-saxons. En 2010, on devait avoir une petite centaine de personnes dans l'ensemble du ministère. Quand j'ai quitté, on en avait plus de 3500. Ce qu'on a voulu faire avec les équipes du COPCyber à l'époque, c'était le sortir de cette compétence technique pour en faire un objet politique. Pourquoi ? Parce que la cyber pose des défis d'organisation de l'État, d'organisation de vos administrations, pose des défis de responsabilité et pose des défis de continuité entre l'État et le monde de l'entreprise. Ce qui m'a le plus marqué, c'est au moment où les armées planifiaient des attaques en réaction au régime syrien qui avait utilisé des armes chimiques. Et que pour la première fois, j'ai vu tout un état-major interarmé intégrer dans la planification de son opération cette dimension à la fois dans ses aspects défensifs et dans ses aspects offensifs. On regarde toutes les façons d'obtenir un effet militaire qui répondent à l'objectif politique que nous fixe la présidence ou les instances internationales, et si on peut arriver à pénétrer, neutraliser, et ainsi de suite, sans utiliser d'armes létales, c'est ce qu'on regarde. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le ciblage non cinétique. Nous sommes montés en gamme et au travers justement de ce commandement de la cyberdéfense, on a structuré ces actions. On est capable d'appréhender beaucoup plus d'opérations en même moment. En fait, on est capable d'avoir cette défense en profondeur que l'on n'arrivait pas à avoir auparavant. On est capable de plus élaborer sur les tas d'opérations par rapport à des ennemis plus sophistiqués. Donc c'est vraiment ça, un gain en maturité, une consolidation de notre chaîne de commandement justement spécifique par rapport à ces opérations cyber, mais aussi et surtout peut-être une imbrication avec les autres opérations, les opérations traditionnelles, les opérations spéciales. Il serait inconscient que je ne m'intéresse pas à ce que fait la Chine, la Russie, l'Iran dans le cyberespace, de même que je me tiens informé aussi de ce que font nos alliés dans le cyberespace, quelles sont leurs capacités, comment ils les utilisent, de façon à pouvoir justement savoir comment travailler en coalition et contre qui éventuellement nous allons devoir justement nous défendre
et sachant que cette défense peut aller jusqu'à la contre-attaque. Si je parle uniquement du domaine cyber militaire, je pense qu'en Europe, on est numéro 1, voire un équivalent de camarades britanniques. Ensuite, quand vous regardez au niveau mondial, pour moi, le meilleur, le plus agile, c'est Israël. Bon, après, vous retrouvez nos camarades américains. Et puis après, vous retrouvez les Chinois, vous trouvez la Corée, vous trouvez nos amis russes. Mais chacun avait des composantes et des priorités un petit peu différentes. Aujourd'hui, la menace, je dirais, quotidienne auquel le citoyen fait face, comme l'entreprise, comme l'État, c'est la criminalité organisée. Donc je m'intéresse à ces groupes, ces fameux APT, ces Advanced Persistent Threat. Je sais que certains sont reliés à des États. Et justement, en liaison avec les services de renseignement, c'est là où on va avoir tout ce travail pour bien les caractériser, bien s'assurer que c'est eux, parce qu'ils ont des signatures qui sont particulières. Et on sait que c'est plutôt tel groupe, parce qu'ils travaillent de telle manière. Et eux, ils ont compris qu'ils pouvaient rentrer, franchir les portes, passer par les fenêtres, et que finalement, parfois, ils n'étaient pas détectés, ou que même quand on les détectait, finalement, les juridictions n'étaient peut-être pas suffisamment fortes pour pouvoir justement réagir par rapport à eux. Et on voit bien tout le côté déstabilisant que ça peut avoir dès qu'on touche au réseau de distribution d'électricité, d'essence, les hôpitaux. Puis ce qui est très dangereux, je trouve, c'est les risques d'effets dominos. Avec des hackers ou avec des groupuscules mal encadrés et qui ne savent pas la puissance des armes qu'ils manipulent. Imaginez une panne d'électricité gigantesque dans Paris qui dure plus de 5 heures, 6 heures. Vous allez avoir des phénomènes de pillage, vous allez avoir des tas de phénomènes connexes, et puis des phénomènes de panique. Les groupes électrogènes vont plus tenir le coup. Voilà, donc il va y avoir toute une série d'effets cascades. Et je pense que c'est le côté extrêmement déstabilisant. Les attaques qui m'ont le plus marqué, ce sont les attaques contre les hôpitaux, qui sont révélateurs d'un emploi totalement désinhibé de cybercriminels qui vont s'attaquer à des institutions qui sont là pour soigner et pour tirer des bénéfices de ces attaques. Et c'est aujourd'hui, vous voyez, une fragilité sur laquelle il nous faut avancer. Et souvent, l'ennemi ne va pas s'attaquer à nous directement, il va s'attaquer à notre chaîne de soutien, il va contourner la difficulté et nous attaquer là où il ne s'attend pas, en fait, nous prendre par revers. Et c'est là aussi il faut anticiper. Attaquer d'entrée les choses les plus régaliennes, comme des capacités militaires, c'est un signe extrêmement hostile. Il vaut mieux attaquer des choses qui sont en périphérie. Quand on veut passer un message à un gouvernement, il y a d'autres façons de le faire que d'attaquer directement ses forces militaires. Les attaques contre des structures énergétiques en Ukraine ou aux États-Unis ont une portée stratégique, en symbole au moins. Toute la question est de savoir quelle ligne vous fixez à ceux qui vous attaquent. Bon, et ça renvoie à une responsabilité politique, où aujourd'hui, il appartient à chaque État de décider quel seuil d'acceptabilité vous laissez à ces gens-là. Donc toute la question, c'est faire en sorte que celui qui vous attaque sur ce genre de domaine soit en subisse les conséquences, soit ait des coûts très supérieurs à ce qu'il pourrait gagner. Avec une dizaine de bonhommes, vous avez déjà une bonne équipe, une dizaine de types, Bac+5 en informatique, vous pouvez faire des choses. Par contre, vous n'êtes pas sûr de bien maîtriser les effets collatéraux. Mais on n'a pas les mêmes niveaux de responsabilité quand on est chef militaire dans une démocratie et que toutes les actions et tous les ordres que vous donnez doivent correspondre au droit. Alors, sinon, c'est votre responsabilité pénale, la vôtre et celle de vos subordonnés qui sont directement engagés. Quand maintenant vous êtes un hacker dans votre garage ou un cybercriminel et que vous vous fichez des effets collatéraux, comme on peut le voir en ce moment, c'est beaucoup plus facile. Il ne faut pas attendre une attaque pour savoir si notre niveau de sécurité est bon. Il faut s'attaquer soi-même. En fait, il faut tester notre vulnérabilité, faire des tests d'intrusion. Aux États-Unis, il y a eu des tests d'intrusion et on a vu par exemple que sur les F-15, donc un avion très performant, eh bien, il y avait des failles numériques en fait, qui permettaient à des cyberattaquants de pouvoir pénétrer le système et éventuellement donc, de pouvoir bloquer ce système ou de pouvoir modifier des données. Si on modifie un système de guidage, par exemple, pour des armements, là, on sait que c'est plus la cible militaire qui va être traitée, mais potentiellement, ce sont des cibles civiles qui pourront être impactées. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. La riposte, elle appartient à la décision politique. Et le politique, il a une gamme de ripostes possibles, de nature politique, de nature diplomatique, de nature militaire,
ou de matière, lutte informatique active. Donc vous voyez que ce n'est qu'un élément dans une gamme extrêmement vaste de possibles en termes de riposte. On a entendu dernièrement une campagne d'attaque qui s'appelait Emotet, en fait. Et là, le succès du ministère des Armées, c'est d'avoir réussi à mettre en œuvre une défense en profondeur. Malheureusement, d'autres administrations, d'autres entreprises n'ont pas réussi à bloquer cette campagne et ont eu un certain nombre d'activités qui ont été bloquées. Donc là, oui, c'est un succès alors qui est peut-être moins retentissant en effet qu'un succès offensif, mais qui est important aussi en matière justement de résilience, en fait. Non, la France n'est pas en guerre. Par contre, nous sommes dans une zone grise de tension, dans une tension qu'il faut maîtriser à un niveau, je dirais, acceptable. Et c'est tout l'enjeu et tout le défi de la cyberdéfense aujourd'hui, du ministère des Armées, comme celle de l'État autour de l'ANSSI. Dans 10 ans, ce qui va changer, c'est que la conflictualité, malheureusement, dans le cyberespace sera généralisée parce qu'il y a de telles opportunités, de tels gains dans le cyberespace que je ne vois pas pourquoi les uns et les autres s'arrêteraient, les cybercriminels ou un certain nombre d'États désinhibés, parce que agir dans le cyberespace, ça coûte pas cher. Et il y a même, en fait, tout un réseau de prêts de rançongiciels dans le dark web. Et ça, c'est une véritable menace. Il y a une prolifération des outils qui fait qu'ils vont de plus en plus utilisés. Mais les outils de la NSA qui ont été proliférants ont été réutilisés dans les attaques WannaCry et NotPetya. Donc là, il y a quand même une responsabilité des États de faire attention quand ils utilisent ces choses-là, parce qu'un malware, par nature, est proliférant. Un certain nombre d'attaques informatiques majeures, comme par exemple celle de WannaCry, ont utilisé des outils justement offensifs qui ont été récupérés auprès justement de la NSA par un certain nombre de hackers et qui ont été repackagés et réutilisés. Donc là, il faut vraiment maîtriser cela, maîtriser ces outils. Il y aura toujours malheureusement un décalage entre ce que le droit pourra faire et puis ce que le cyberespace va permettre. Et puis là, c'est pareil aussi, malheureusement, dans le cadre de ces relations internationales, tout le monde n'applique pas le droit de la même manière, tout le monde n'interprète pas le droit de la même manière. C'est un milieu totalement dérégulé, c'est un milieu dans lequel les nations n'arrivent pas à s'entendre pour mettre en place des réglementations, aussi bien au sens pénal que pour la maîtrise du droit des conflits armés. Tous les travaux qui ont été menés à l'ONU n'ont pas abouti. Moi, j'aime bien quand Guillaume Poupard dit c'est le Far West. Oui, c'est un peu le Far West. Mais il va y avoir un moment où les États devront bien décider de se mettre d'accord pour réguler cette chose-là. C'est aussi un enjeu évidemment de souveraineté partagée avec l'Union européenne. Il faut faire comprendre qu'on est face à un défi de sécurité collectif. C'est un défi pour l'Europe, c'est un défi que l'on doit engager avec nos partenaires. Je pense à l'Estonie, je pense à l'Allemagne, évidemment, je pense aussi à l'Espagne. On a engagé, je crois, un dialogue de nature opérationnelle qui nous permet aujourd'hui de préparer les conditions d'une sécurité ensemble, d'une sécurité collective autour de la menace cyber. Et ce partenariat, il n'est pas qu'étatique, il doit être aussi industriel. Donc tout le défi aujourd'hui, c'est de rapprocher ces deux mondes autour des enjeux de souveraineté partagée. Dans le cadre de l'Union européenne, nous avons ce qu'on appelle la Cyber Toolbox, qui permet à l'Union européenne de pouvoir désigner un groupe d'attaquants ou des individus attaquants, alors pas des États en tant que tels, mais des groupes et des personnes, pour pouvoir justement les traîner devant les tribunaux, pour pouvoir leur demander des comptes par rapport aux actions qu'ils ont menées en volant des données, en bloquant les systèmes d'autres ou en entravant leur fonctionnement. Nous projetons vers un humain outillé, un humain augmenté, et ça c'est quelque chose d'essentiel parce que l'humain est indispensable, mais il va avoir besoin, compte tenu de la complexité du cyberespace, de la multiplicité des interactions, d'être aidé par des intelligences artificielles, c'est important. Des intelligences artificielles qui ont été correctement éduquées, en fait qui auront appris, mais de manière sécurisée, parce que là aussi, une intelligence artificielle peut être pervertie. L'intelligence artificielle, on est déjà dedans. La question, c'est la maîtrise de l'homme, la maîtrise du processus décisionnel. Voilà. S'assurer que, dans ces circuits extrêmement rapides de calcul et de réponse, vous ayez toujours une capacité, une intelligence humaine qui vous permette de prendre les bonnes décisions.
Le vrai questionnement, c'est comme cette capacité numérique, y compris de combat numérique, est quelque chose de très ouverte, qui a besoin de respirer, qui a besoin de se mettre à niveau, qui a besoin de cette dynamique, ça va être la porosité avec le monde civil. C'est la notion de plateforme. Être au cœur de son écosystème, donc avoir des gens un petit peu qui viennent d'horizons différents. Il y a besoin, en effet, de cet esprit de hacker. Un hacker, c'est pas un terme négatif. Un hacker, c'est un bidouilleur. C'est quelqu'un qui va contourner des difficultés et être justement imaginatif dans ses modes d'action. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas forcément suivi de formation académique, mais qui sont très douées, qui travaillent tout seuls le soir en auto-apprentissage. Donc ceux-là, il faut qu'on puisse justement les récupérer, pouvoir les recruter, parce qu'il y a besoin d'une agilité. Donc nous, on a besoin de ceux-là, de gens qui sont imaginatifs dans des modes d'action, dans ce cyberespace. On a besoin de spécialistes technologiques, de spécialistes d'opération, de spécialistes du renseignement, connaissances géopolitiques, et puis aussi, parce qu'on parle beaucoup d'usage, on parle aussi beaucoup de confrontation dans l'espace informationnel, de spécialistes de sciences humaines. Le côté le plus déstabilisant, ça va être le côté sociétal, le côté de la propagande, le côté du complotisme, le côté de l'impact sur les relations sociales, y compris sur les relations sociales et sur les relations familiales. Et c'est pour ça que le côté stabilité émotionnelle, stabilité psychologique d'un hacker que l'on recrute et que l'on met dans des équipes qui travaillent au profit de l'État est important. On n'a pas besoin de cow-boys ou de gens qui font des bêtises. On ne peut pas s'endormir. Il faut continuer à la fois à investir, à la fois à innover, à la fois à bouger nos concepts pour nous adapter à cette numérisation galopante dont on n'a pas encore tout à fait compris ni les enjeux, ni la fin. Donc l'histoire, elle est en train de s'écrire. Quand une opération pointue, offensive, obtient des effets, et que les opérationnels, les troupes qui sont déployées sur le théâtre d'opération envoient le résultat, là c'est fantastique. Là c'est ma grande fierté de se dire, là on a atteint notre objectif, nous sommes opérationnels dans le cyberespace, en liaison et imbriqués avec l'ensemble des opérations, ça c'est une grande fierté.